Bonsoir. J'espère que Didier me pardonnera si je cite quelques philosophes. Je vais essayer de le faire très légèrement. Donc, je ne suis pas artiste et je vais essayer de parler du mouvement Y en a marre au Sénégal et de sa généalogie un petit peu, parce qu'elle est née dans le mouvement hip-hop, dans le rap, pas dans le slam, de deux rappeurs de Kaolack. Donc c'est aussi circonscrit territorialement au Sénégal. Mais en petite introduction, je vais vous faire passer, comme on est aux Journées Tricontinentales, et on n'a pas beaucoup parlé de musique, juste un petit son qui montre une petite évolution dans la musique sénégalaise contemporaine. Non, je ne vais pas mettre la vidéo, je vais vous mettre quelques notes. Ça, c'est 1975, c'est Orchestra Baobab, et c'est Rudy Gomis qui chante Cabral. Et donc on voit toutes les influences. Je vais juste laisser 2-3 minutes. Donc on est loin du hip-hop. C'est un des grands orchestres sénégalais au même titre que les grands orchestres maliens, le Bembea Jazz en Guinée, dans la Guinée de Sékou Touré, ou le tout-puissant Orchestre Jazz au Congo. Il y a toutes ces influences-là. Je ne suis pas spécialiste de créole bissau-guinéen, mais il chante en créole bissau-guinéen, ce qui est important par rapport à ce que je vais essayer de dire pour la suite. Et ça me permettait de faire une petite introduction musicale avec toutes les grandes figures de la tricontinentale. C'est important dans la musique moderne sénégalaise, des indépendances à aujourd'hui. Et je pense que la langue, et j'avais envie de poser cette question-là sur le slam au Tchad, dans quelle langue on slam, mais dans quelle langue on chante, dans quelle langue on porte une parole, pour le mouvement Y en a marre, pour le mouvement hip-hop, est à mon avis très importante, dans la mesure où les grands orchestres, notamment le Bembea Jazz, mais le Star Band, et pour parler du plus emblématique d'entre eux, le Baobab au Sénégal, il y a toujours eu 3 à 4 langues. Donc il y avait le Djola ou le créole bissau-guinéen de la Casamance du sud du Sénégal avec Rudy Gomis, il y avait l'Aïbouk, il y avait du Wolof, du Poulard, du français, il chantait en espagnol aussi un petit peu, donc il y avait toutes ces langues. Et on se retrouve aujourd'hui, je le fais très rapidement, avec un hip-hop monolingue qui s'exprime uniquement en Wolof et qui pose question en tout cas sur la diversité culturelle, la diversité linguistique du Sénégal. C'était juste un petit propos introductif. L'objet de cette communication, c'était dans le prolongement de la présentation de Didier, et en se focalisant cette fois-ci sur le Sénégal, sur ce qui s'est passé au moment de 2012, essayer d'en restituer un petit peu la profondeur historique et la généalogie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que finalement Abdoulaye Wade, il a perdu au 2e tour, il a reconnu sa défaite, et ça a été précédé d'un grand mouvement de mobilisation au Sénégal qui a mis en lumière Y en a marre, avec un engagement qui a fait des émules avec le ballet citoyen notamment, mais qui, dans l'histoire politique sénégalaise, n'est pas nouveau déjà. Il y a eu, d'une part, le Sénégal est connu pour être un pays stable démocratiquement, un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest, aucun coup d'État. C'est une conception un peu lisse de ce qu'est la réalité politique sénégalaise, où il y a eu 40 ans de pouvoir senghorien, 40 ans d'État PS, Abdoulaye Wade a fait de la prison, Mamadou Dia a été envoyé 13 ans en prison, donc on n'était pas trop dans une logique d'émancipation des peuples. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire du Sénégal, mais je ne suis pas sûr qu'il partageait tous les idéaux de la tricontinentale. C'était un pouvoir socialiste, effectivement, mais peut-être pas socialiste révolutionnaire, et qui contrôlait très bien les échéances électorales qui étaient assez formatées, dans lesquelles la jeunesse avait peu de place. Et il y a Cruz O'Brien qui essaye de le définir, et je pense que c'est assez éclairant, même si c'est lapidaire, le modèle du contrat social sénégalais qui utilise les relais du pouvoir maraboutique et les consignes de vote données par les marabouts pour asseoir cette stabilité politique. C'est-à-dire qu'il y a trois grandes confréries musulmanes maraboutiques au Sénégal, avec un vrai pouvoir temporel et spirituel des chefs religieux, qui donnaient à leurs talibés des consignes de vote. Et ça a fonctionné pendant 40 ans pour l'État PS, où on achetait, le pouvoir politique achetait le vote des marabouts, qui donnaient comme consigne le sérine des mourides disait il faut voter Senghor ou il faut voter Diouf, c'est de manière très caricaturale.
Et ça a conduit à une certaine stabilité pendant une quarantaine d'années, donc jusqu'à 2000, jusqu'à l'alternance. Mais déjà, le mouvement Y en a marre, cette émergence d'une jeunesse urbaine, revendicatrice, conscientisée, on peut le dire de plusieurs manières, sur la scène politique, dans l'espace public, qui apparaît, qui revendique, ce n'est pas complètement nouveau. Il y a des spécificités, c'est ce que je voudrais essayer de montrer modestement. Déjà en 88, Diouf a dû faire face à un mouvement de contestation dont on a donné le nom Setsetal, ça veut dire propre, rendre propre, au sens de assainissement, mais au sens de morale aussi, de lutte contre la corruption. Et c'était à chaque fois incarné dans une histoire musicale. Et donc le mouvement de 88, le mouvement du Setsetal, c'est à partir de la musique de Youssou N'Dour. C'est-à-dire l'icône du Mbalar qui est connue, qui est devenue la musique sénégalaise la plus connue, et qui a accompagné ce mouvement de mobilisation de la jeunesse, qui a été un premier affranchissement d'une structuration assez... qui mettait la situation de la jeunesse comme des cadets sociaux qui n'avaient pas complètement le droit à la parole. Là, ils adviennent en 88, ils se manifestent, ils revendiquent, ils se mobilisent contre Diouf, avec tout un travail d'investissement de l'espace public, d'assainissement de l'espace public. Et après, ça donne lieu, je le fais très rapidement, en 2000, à un mouvement contre Diouf, encore une fois, pour Wade, c'est-à-dire c'est au bout de 40 ans d'État socialiste. C'est le mouvement du SOPI, en Wolof, c'est le changement, et qui, là, déjà, s'appuie sur le mouvement hip-hop, mais qui n'est pas complètement déconnecté de la logique partisane. C'est-à-dire que le mouvement du SOPI à la fin des années 90, début des années 2000, met au premier rang les jeunes rappeurs, la jeunesse urbaine de Dakar notamment, qui se mobilisent contre Diouf pour Wade par défaut. Et il y a encore un ancrage dans le système partisan, avec notamment la création du parti Jeff de Talasila, qui essaye de capter cette mobilisation de la jeunesse au sein d'un parti qui fonctionne assez mal. Et ce mouvement portera le nom de Boule Fallé. Donc on a Setsetal propre, rendre propre en 88. Il y a Boule Fallé qui traduit rapidement, veut dire t'occupe pas, laisse tomber. Là, c'est un pas de plus dans l'émancipation d'une assignation à résidence dans la société où le jeune serait sous la tutelle des aînés, où il y aurait tout un protocole pour pouvoir prendre la parole en public, où il y aurait des sujets sur lesquels on ne pourrait pas s'exprimer. Et le hip-hop, le rap permet de faire tomber ces barrières-là, ces interdits-là, pour faire advenir une jeunesse qui commence à devenir, avec les rappeurs, qui commence à devenir acteurs politiques, au sens où il y a une prise de parole publique, comme dans le slam aujourd'hui au Tchad ou ailleurs, et qui se veut le porte-voix, le porte-parole de ceux qui seraient sans voix, à la marge, dans un Dakar qui s'est complètement urbanisé de manière anarchique, réduit aux quartiers périphériques qui n'auraient pas accès au centre de pouvoir. Et, ce mouvement hardcore hip-hop vient essentiellement de la banlieue. Je fais une petite parenthèse parce que le mouvement hip-hop au Sénégal est très important. Ça serait la troisième, c'est difficile de faire un podium, mais ça serait la troisième scène hip-hop après les États-Unis et la France. C'est un mouvement qui n'est pas tout jeune, qui est apparu au début des années 90 avec Awadi et Dogati, notamment avec PBS, qui est le premier grand groupe de hip-hop ouest-africain, mais qui à l'origine était porté par la petite bourgeoisie dakaroise. C'est pas une musique de voyous à la base de hip-hop au Sénégal. C'est les quartiers amitiés, .e, c'est la moyenne bourgeoisie, c'est des gens qui sont allés à l'école, tout simplement parce qu'il fallait avoir les connexions et l'argent pour avoir les vinyles qui venaient d'Europe. Donc c'est pas la musique des sans-voix, c'est pas la musique des déclassés, et c'est ce que vont revendiquer les rappeurs à la fin des années 90, qui se désolidarisent des figures tutélaires qui est surtout Awadi, qui prend aujourd'hui, qui a une posture très panafricaine, mais qui à la base chante du rap love, comme ils disent, qui chante le fait de boire le thé. Il n'y a pas de discours politique dans la musique du PBS. On peut écouter les premiers morceaux du PBS, il y a quelques titres sur les années blanches, des grèves
Mais c'est pas cette musique, c'est le rap d'MC Solar, pour ceux à qui ça dit quelque chose, versus NTM. Et ce qui s'est passé à la fin des années 90, c'est un hip-hop qui est beaucoup plus provocateur et qui libère une parole parce que c'est consensuel, c'est politiquement correct, le hip-hop de PBS. Et ce qui se passe à la fin des années 90 dans la mobilisation contre Diouf, c'est que dans ces textes-là surgit un espace de liberté où peut se dire ce qui ne pouvait pas l'être dans le fonctionnement normal de la société, sinon on risque d'être mis de côté. Donc, Y en a marre s'inscrit dans cette filiation-là de mouvement de la jeunesse, de politisation. Et Y en a marre s'inscrit surtout dans la légitimité d'un groupe de hip-hop particulier qui est Kurgi, qui veut dire la maison en Wolof, avec deux figures, Tiat et Kilifeu, ce qui en Wolof c'est l'aîné et le Benjamin. Ils ont pris cette métaphore de la maison et de la famille, et qui sont Kaolakwa. Et Fadel Barro, qui sera un des porte-parole de Y en a marre, et aussi Kaolakwa. Pourquoi Kaolak? Parce que Kaolack, c'est pas Dakar. Déjà, à l'intérieur de Dakar, il y a, avec les grands travaux d'aménagement du Dakar au début des années 2000, qui ont complètement transformé la capitale, il y a le Dakar du plateau, des quartiers centraux, et le Dakar de la périphérie, mais à l'intérieur du Sénégal, il y a Dakar et il y a le reste du pays. Et Kaolack, c'est l'ancienne capitale de l'Arachide, c'est une ville qui est aujourd'hui en complète décrépitude économique, en totale déshérence, pour une jeunesse dans laquelle il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'université. Donc il faut quitter cette ville-là pour pouvoir se construire un avenir. Mais en même temps, cette ville-là a eu un âge d'or, parce que ce n'est pas n'importe quelle ville dans l'histoire du Sénégal. Ce n'est pas anecdotique. Et la mobilisation des deux rappeurs de Kurgi est d'abord une mobilisation au niveau de ce territoire local-là. Et leur prise de parole, leur musique, qui au contraire, ils commencent en 96, au moment des grandes grèves lycéennes qui ont lieu au Sénégal, ce sont des textes, ce sont des morceaux faits avec les moyens du bord, et des textes qui dénoncent le potentat du baron PS local, qui est maire de Kaolack, Diak, qui est parlementaire, qui est un des symboles de l'État PS dans toutes ces dérives. Et ils font face à de la censure, pour la première fois. C'est le seul groupe qui a été censuré au Sénégal. On les met en prison, on tente de les acheter, et ils construisent leur légitimité localement en refusant toute concession. C'est-à-dire en continuant de porter un discours très hardcore, comme ils disent, très violent parfois. Et après leur passage en prison, ils font pardon, excuse-moi. À la suite de leur passage en prison, ils décident de ne monter sur scène que torse nu. Et ils ne se coupent plus les cheveux, ils ont une grosse coupe afro, ils ne se défrisent plus, pour marquer leur rejet complet du système et d'un point de vue esthétique aussi. Et ça, ils ont beaucoup de mal à s'imposer dans le paysage hip-hop sénégalais qui est prolifique. Il y a énormément de groupes et donc il y a eu une offre pour la jeunesse qui est assez pléthorique. Et ils ont du mal à s'imposer. Mais ils finissent par vraiment s'imposer parce que leurs textes parlent à cette jeunesse kaolackoise complètement perdue. Et ils se reconnaissent dans ce qu'ils dénoncent finalement. Et la reconnaissance a été permise par 2-3 concerts où ils ont pris le parti de se confronter de manière assez violente à leur public en les insultant, en leur disant « vous n'avez aucune conscience de ce que vous êtes là à écouter du rap love, à écouter des histoires, alors que voilà, il n'y a rien qui fonctionne dans notre pays. Nous, concrètement, vous ne pouvez pas aller à l'université, l'hôpital ne fonctionne pas, il vaut mieux aller à la morgue que d'aller gérer l'enterrement plutôt que d'amener quelqu'un à l'hôpital, parce que sinon vous allez payer 2 fois le prix. » C'était quelque chose d'assez violent comme ça pour essayer de faire une réaction, et ils se sont construits une véritable légitimité. Et donc, Y en a marre né, c'est un peu une légende urbaine maintenant, ils ont dit ça dans tous les médias, dans un salon aux Parcelles Asséniques, un des quartiers périphériques de Dakar, à la suite des délestages incessants qui ont lieu dans la capitale sénégalaise dans les années 2009-2010. Je vais finir très rapidement, et qui fédère un mécontentement. Le nom vient comme ça, Y en a marre. Il y a rien d'autre à proposer qu'un mécontentement, un cri, une exaspération contre les délestages. Et c'est de manière concomitante à la question du 3e mandat d'Ablaye Wade, qui décide de se présenter, et toute cette mobilisation électorale. Et un des faits marquants
c'est quand toute la plateforme de l'opposition commence à discuter autour de Macky Sall pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Les jeunes, notamment Thiat, Kilifeu, investissent la salle de réunion, c'est filmé, hein, investissent la salle de réunion dans laquelle tous les barons politiques discutent et leur disent ça suffit. Maintenant, ça suffit. On va s'enchaîner devant l'Assemblée nationale. On va occuper l'espace public, on va signifier que ce n'est pas possible. On va arrêter de faire des déclarations, des porte-voix. Et ça, c'est un des éléments déclencheurs de toute la grande mobilisation populaire des mois de mars-avril 2012 au Sénégal, qui ont mis énormément de gens dans la rue. Toute la jeunesse les a suivis, et une partie de la jeunesse les a suivis à cause de la légitimité qu'ils avaient du fait de leur engagement dans le hip-hop et des textes qu'ils ont portés pendant une décennie. Donc ils se sont dit, si ce sont eux qui parlent, on peut légitimement leur accorder de la confiance. Et je voudrais juste dire en conclusion, ce mouvement s'est institutionnalisé. Didier a pu en montrer des exemples. Y'en a marre a été parfois invité au Parlement européen dans beaucoup de réunions. Et aujourd'hui, Y'en a marre, les Thiat et Kilifeu, les deux rappeurs qui sont fondateurs de Y'en a marre, sont un peu en retrait. Ils ont reçu des financements de l'Union européenne, ils ont reçu des financements de l'OSIWA. OSIWA, c'est la fondation de Soros. Ils ont été reçus par la NED aux États-Unis. Et la question que je me pose, et c'est pour ça qu'un peu de philosophie, c'est parfois intéressant, c'est il ne suffit pas de dire qu'il y a une dimension politique dans l'engagement de Y'en a marre ou dans cette dimension du hip-hop-là. Il suffit je voudrais qu'on puisse s'interroger sur de quelle conception du politique parle-t-on. Quelle conception est induite derrière ces réseaux notionnels qui sont promus par les grandes agences internationales, où maintenant, ils ont chaque moment de la mobilisation contre le troisième mandat et la modification constitutionnelle de Wade a été scandé par des morceaux de hip-hop qui ont été faits cette fois à partir du collectif Y'en a marre. Mais là, c'était appeler les gens à participer, il fallait devenir un bon citoyen, il fallait surveiller ses élus pour qu'ils ne dépensent pas l'argent mal. On avait complètement transformé le propos initial, et aujourd'hui, Kurgi a sorti un nouvel album l'année dernière, c'est plus du tout ça. Ils sont plus du tout dans une logique de promotion de la société civile, il faut participer, il faut aller chercher sa carte d'électeur. Parce que ce qui est promu par les grandes institutions, et je voudrais finir là-dedans, c'est des mouvements de la société civile dont Y'en a marre, dont le Ballet citoyen, qui seraient comme une veille, qui devraient juste dénoncer les dérives possibles d'un système. Mais si on prend la politique au sens rancérien du terme, c'est essayer de remettre en cause l'ordre de la police au lieu d'en être un observateur qui en dénoncerait les dérives, et essayer de redemander un découpage de ce qui est juste, de ce qui est injuste, de reposer la question fondamentale, de faire surgir cette mésentente au sens où, pour Rancière Rosa Parks, quand elle refuse de changer de place dans le bus, elle est éminemment politique. C'est pas forcément plus que ça, mais dans la conception des grandes agences internationales, c'est pas ça qui est politique. Être politique, c'est permettre le bon déroulement d'un scrutin, une société civile forte et renforcée, qui va veiller que le député fasse pas de malversation, que le maire soit bien élu, qu'on fasse une pétition pour qu'on construise un dispensaire ici. Oui, ça c'est pas. En plus, ils vont pas forcément. Et voilà. Et pour finir là-dessus, par rapport, pour revenir, c'est pas complètement de manière artificielle au thème de ces journées sur la tricontinentale. À chaque fois, j'ai passé 4 ans à travailler au Sénégal, donc j'ai un peu côtoyé ces artistes-là, et puis je suis retourné passer du temps avec Y'en a marre. Mais à chaque fois qu'a été fait, et souvent a été fait référence à Thomas Sankara, à Patrice Lumumba, mais c'est de manière complètement mythifiée, sans justement essayer de restituer les enjeux qui étaient derrière ces luttes-là. Ce n'est pas un jugement de valeur ou une critique, pour moi c'est un constat. Parce que comment faire coïncider ces références à Thomas Sankara, à Patrice Lumumba, et à des financements de la NED, et à des invitations par la fondation de George Soros? Pour moi, ça relève du grand écart. Et ce que j'observe dernièrement, c'est qu'il y a une espèce de chemin parallèle qui s'organise entre le collectif Y'en a marre et le groupe de hip-hop dont il est principalement issu. Leurs routes ne divergent pas totalement, mais finalement, les routes se sont jointes à un moment donné, et puis Kurgi a repris une route, reparticipe avec Y'en a marre de temps en temps, mais
Et Y'en a marre est maintenant représenté par des gens, c'est normal dans tout mouvement politique ou dans tout... qui n'y étaient pas à la base et qui ne sont pas nécessairement issus du mouvement hip-hop et qui sont plus, oui, des acteurs de la société civile classique et qui se transforment presque en ONG.